avec ce problème de récession dans la communication, sachez que je fais également les petits travaux à la maison, que j'anime les mariages et les bar mitzvahs. Ah, bah ça tombe très bien. Puisque plus. Bah si, on peut se mettre à partir de 20. C'est bien. C'est dans le thème. Bon, bonjour à tous. On va attendre encore un tout petit peu avant de commencer parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Je ne sais pas. Alors, on n'a pas l'habitude de faire à deux, donc j'espère que le cadre sera bon. N'hésitez pas à écrire dans le chat si on est coupé. Allez changer de t-shirt. Bonjour Charlotte. Il y a beaucoup de monde. Bonjour. Hugues qui nous rejoint. Hugues que vous avez entendu la dernière fois. Bonjour à tous. Bonjour Hugues. Bonjour. On n'a pas dit bonjour à Sophie. On n'a pas dit bonjour à Sophie. Bonjour Sophie Brossard. Hello tous, bonjour. Bonjour. Salut Olivier. Bonjour les cœurs. Bon, on a pas mal de nouveaux aujourd'hui, c'est cool. Qu'arrête-t-il 11h32, on va attendre encore un tout petit peu. Pour ceux qui n'ont jamais assisté à nos lives, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. Voilà, Mickaël qui vient de nous rejoindre. Bonjour Mickaël. Donc, bonjour. Comme vous avez peut-être vu la petite introduction de Tristan sur LinkedIn, qui expliquait que voilà, ce qu'on fait dans nos lives, c'est surtout pas du webinar, surtout pas de la masterclass. On a initié il y a déjà 8 semaines maintenant. C'est vraiment un format d'échange, de partage, quelque chose de très détendu. On n'a pas du tout la prétention de détenir une vérité. L'important, c'est justement qu'on construise un peu notre vérité tous ensemble au fur et à mesure des lives, et puis qu'on s'inspire un peu les uns les autres. Alors évidemment, comme on anime, on fait pas mal de recherches, on lit beaucoup de choses pour essayer d'être le plus au fait de voilà, toutes les problématiques de télétravail qui se présentent. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Et puis évidemment, bonjour, ah oui, c'est Christophe. Et puis évidemment, voilà, excusez-moi, je dois accepter tout le monde. On va être beaucoup plus que d'habitude, je pense. Et puis évidemment, on essaye semaine après semaine de voir un peu d'essayer de parcourir un petit peu tous les sujets et puis d'aller un petit peu en profondeur. Alors, en préambule, il y a eu beaucoup de gens qui nous ont demandé est-ce qu'on allait pouvoir mettre tout ça documenter tout ça au fur et à mesure, avoir un peu un support et puis des ressources liées. Alors, je vous annonce que Kirk va lancer son blog dans peu de temps et que vous pourrez retrouver justement tout l'archivage un petit peu des grands enseignements de ces lives sur le blog de Kirk d'ici 2 à 3 semaines, je pense. Bonjour Christophe Clouseau. C'était Christophe que j'avais. Oui. Bon, bonjour à tous. En tout cas, donc je disais, c'est pas ni un séminaire ni une masterclass. Donc, peux-tu inviter Charlotte Jacob au live, s'il te plaît? Ouais, les invitations en live, c'est toujours un peu compliqué. Donc, comment on fonctionne? C'est Cécile qui vient d'arriver, je crois. Bonjour Cécile. Comment on fonctionne sur tes lives? On a soit c'est moi qui interviens, soit on fait intervenir des gens. Aujourd'hui, on a pas mal de personnes qui vont parler. On a découpé ce live en 2 parties. On va avoir 2 équipes qui vont intervenir, auxquelles je vais poser des questions. Et puis, on va les laisser parler et je vais vous demander, pendant que vous les écoutez, de noter vos questions à côté. Je vais faire intervenir ces 2 équipes pendant environ 20 minutes. Et puis, à la fin des premières 20 minutes, je vais donner 10 minutes pour les questions-réponses. Alors, l'idée, c'est que vous envoyez vos questions dans le chat. Alors, quand j'ai un peu de mal à tout gérer parce qu'il y a beaucoup de monde, j'ai tous les gens qui sont présents et qui font partie de l'équipe Kirk qui m'aident, qui rebondissent et qui réorientent un petit peu au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est qu'on écoute un petit peu les participants et puis que voilà, on passe à vos questions après. Donc voilà, vous utilisez le chat et comme tout le monde, on est déjà 30, on attend à peu près 40 personnes. Il y en a qui vont arriver en cours de route, mais ils prendront le train en marche. Donc Charlotte vient de nous rejoindre, Thérèse. Oui, bonjour.
Alors, quand je vous demanderai, quand je poserai votre question, je dirai votre nom et comme ça, vous pourrez allumer la caméra pour que les gens vous voient un petit peu interagir avec nos participants. Donc, on a attendu pas mal de temps pour attaquer le sujet du jour qui est la recherche sous toutes ses formes. On a dû attendre, je vais vous dire pourquoi, parce qu'on voulait parler d'un projet, entre autres le premier sujet qui était un sujet sur lequel Kirk travaille, mais qui est un sujet qui est en cours, qui est vraiment work in progress, donc sur lequel la partie recherche, on vient de terminer toute la préparation et un peu toute la remise en question aussi du protocole. Donc, si je m'étais dit on attend la fin de cette recherche, le live aurait lieu dans 6 mois, donc j'ai décidé qu'on allait quand même en parler, même si on est en phase de préparation. Et puis, on a eu le temps comme ça d'échanger avec Sébastien, qui se présentera plus en détail tout à l'heure, Sébastien Tanguy, donc qui fait partie des intervenants et qui est cofondateur de Testapic. Il nous présentera un petit peu sa plateforme. Sachez que, par exemple, nous, Shaker, c'est la plateforme qu'on a choisie pour faire tous nos tests en remote, bien avant le confinement, et que vraiment par rapport aux autres plateformes, alors je ne vais pas faire sa pub, je le dis avec le cœur, en toute franchise, c'est vraiment une plateforme qui est super intéressante et qui vaut largement du user testing ou autre. Donc, on va avoir donc 2 équipes. La première équipe, dont j'ai un membre qui est juste à côté de moi, qui est Gaëlle Tortra, cofondatrice de l'agence Kirk, qui se présentera plus au niveau recherche. Et puis, on a Clara Lemercier, que vous voyez peut-être aussi, si vous avez installé le plugin Mosaïque, vous voyez peut-être tout le monde. Sinon, je ne sais pas quelle est la config de chacun, donc je ne peux pas anticiper ça. Donc, ils vont vous parler de ce projet alors, on ne va pas trop parler du client parce qu'on est un petit peu menotté sur niveau NDA et tout, mais ça ne va pas nous empêcher de parler du workflow. Et puis, dans la deuxième partie, on abordera un peu plus tout ce qui change un petit peu avec ce confinement du point de vue des tests en remote avec Sébastien, dont je viens de parler, et puis qui sera accompagné de Tristan, qui est un peu chez nous la personne qui fait vraiment le lien avec Testapic et qui gère un petit peu tout ce partenariat et qui connaît beaucoup mieux la plateforme que moi. Donc, on va commencer. Alors, je vais également ouvrir le chat et essayer de suivre un petit peu vos questions. Alors, idéalement, vous attendez un petit peu avant d'envoyer vos questions, comme ça, elles arrivent toutes à la fin et je ne suis pas obligé de remonter dans le fil pour voir un petit peu tout. Alors, juste avant de commencer, je vais être sûr qu'il n'y a pas de coupure, que tout le monde m'entend bien. Envoyez-moi des petits OK, des petits c'est bon sur le chat. Pour que je peux même faire les smileys comme Sébastien en live. Voilà, je vais même couper mon Google Drive pour être sûr d'avoir une bonne connexion. Yes, c'est en plongée. Parfait. Voilà, il y a même des petits signes visuels. OK, super. Bon, top. Alors, je vais d'abord laisser un petit peu Gaëlle et Clara se présenter. Je vais essayer de me pousser un peu. C'est pas évident de faire un live à 2 comme ça. Merci Vincent. Merci Vincent. Je vais vous laisser d'abord vous présenter avant qu'on parle un petit peu plus du projet. Donc, quel est votre rôle chez Kirk et puis qu'est-ce que vous faites en termes de recherche? Qui commence? On va commencer par toi. Très bien. Donc moi, je suis Gaëlle Tortra et en plus d'être effectivement la plante verte de ce live, Dixit Vincent Saccomanno, je suis également donc cofondatrice, comme on le disait, de l'agence Kirk avec Tristan et Nicolas et j'ai en charge en fait toute la partie recherche qu'on a mise en place en fait dès le début de la création de l'agence Kirk, donc c'était il y a plus de 7 ans. Et vraiment, voilà, ça fait 7 ans que la recherche est au cœur de tout ce qu'on fait chez Kirk. Et donc, on a l'avantage, en tout cas, d'avoir effectivement de l'avance par rapport au marché, tout simplement de l'UX. Parce que, voilà, au tout début, quand on se lance, évidemment, les clients qu'on a ne sont pas forcément les plus gros, même si le tout premier était énorme. Mais du coup, derrière, voilà, ça force la créativité, ça permet de trouver des formats très créatifs, justement,
pour faire. C'est bon que tu veux. Je crois que c'est très dur d'animer ce live avec Vincent. Comme disait notre ami Jacques Chirac, il y a plus de chercheurs que de trouveurs en France, mais nous trouvons souvent, et c'est justement notre objectif, c'est justement de trouver. Donc nous trouvons depuis 7 ans, effectivement, et nous trouvons surtout des façons de chercher et de trouver qui sont assez innovantes. Et donc voilà, c'est un peu notre passion aussi chez Kirk, et justement, ça me permet de faire le lien avec Clara, qui adore aussi justement la recherche. Alors, Clara, on t'écoute. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Clara. Donc, j'ai le plaisir d'être dans le pôle recherche chez Kirk. Et en effet, mon objectif principal, c'est de trouver les réponses auprès des utilisateurs. Donc voilà, je suis contente de faire ça, vu que j'adore l'être humain, j'adore les comportements, donc ça me plaît énormément. Donc voilà, globalement, c'est cool. Alors, Clara, une UX researcheuse heureuse. Voilà, exactement. Sur son LinkedIn. Alors, pour compléter un petit peu ce qui vient d'être dit, sachez que nous, effectivement, sur ce qui va vous être présenté dans cette première partie, on parle bien de recherche souvent en amont, c'est-à-dire vraiment de l'identification de pain points, cartographie d'expérience, on va développer tout ça. Et puis, vraiment, pour toute la partie research en aval, tout ce qui est test, là, c'est Tristan qui gère. Alors, vous voyez déjà un petit peu comment on a découpé les choses chez nous. Il y a vraiment la recherche quali en amont, dans laquelle on met du quanti, mais chez nous, on s'occupe essentiellement de faire du quali, donc sous format d'interview et d'atelier, on va vous expliquer tout ça. Et puis après, généralement, une fois qu'on a prototypé, on passe la main à Tristan qui travaille entre autres avec Sébastien. Donc, vous voyez, ce live est organisé de façon temporelle, parfaitement construit. N'est-ce pas, Vincent? Donc, le sujet qui occupe Clara et Gaël en ce moment, c'est qu'ils doivent mener une recherche. Et pour cette recherche, vous devez donc préparer des ateliers. Mais pour avoir le support pour faire ces ateliers, qu'est-ce que vous utilisez comme livrable et quels sont un peu les objectifs de ce projet? Alors, les objectifs du projet initialement, c'était effectivement de définir une expérience map pour une typologie de clients, justement pour notre client. Et donc, pour ce faire, on avait bien évidemment mis en place tout un workflow qui était très bien cadré, avec un premier atelier de 4 heures avec les collaborateurs en interne de notre client, pour justement définir avec eux le parcours type de ce client, pour pouvoir le poser, et ensuite faire avec eux l'exercice justement d'expérience mapping. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'est une expérience map, en fait, c'est un document c'est un outil stratégique qui permet d'établir justement toutes les étapes du parcours d'un utilisateur ou d'un client, et d'y mettre en fait en face de chacune justement de ces étapes et de ces actions, d'y mettre en face un ressenti et des questionnements. Donc, l'objectif, c'est de mettre en avant, mettre en exergue des obstacles ou des points d'enchantement que peut rencontrer le client ou l'utilisateur tout au long de ce parcours, et ensuite de déterminer les vrais endroits, les bons endroits sur lesquels il va falloir actionner ou sur lesquels on a des opportunités ou des actions qu'on peut mener. Donc, nous, quand on fait ça chez Kirk, en fait, on aime faire en premier un exercice, cet exercice-là, de poser cette expérience mapping avec les clients, tout simplement parce que c'est en fait un moment où justement, parfois, ils découvrent finalement le parcours que tout le monde a plus ou moins en tête, mais qu'ils n'ont jamais vu posé sur papier. Et surtout, ça nous permet, nous, de faire l'exercice avec eux de ce qu'ils imaginent que vivent leurs clients ou leurs utilisateurs, et de faire ensuite le parallèle entre, voilà, ce que vous croyez, voilà les croyances que vous avez aujourd'hui sur ce que vous imaginez, où se trouvent les obstacles ou les points d'enchantement de votre client, et la réalité de terrain. Donc là, on avait donc cette première étape qu'on a du coup transformée, et en effet, c'était un atelier de 4 heures avec 16 participants, donc 4 équipes de 4 personnes avec 4 facilitateurs. Et ensuite, on devait, nous, avec Lara, consolider les résultats de cet atelier. Et par la suite, refaire un atelier, cette fois-ci, avec 20 participants. Donc, 5 équipes de 4 participants et 5 facilitateurs côté Kirk. Et à chaque fois, évidemment, un animateur. Et on a dû tout revoir, en fait, tout simplement, par rapport au confinement.
Alors, on va rentrer dans le détail après. Exactement. Ce qui m'intéresse, c'est déjà la première étape, peut-être pour Clara. Vous avez un livrable intermédiaire qui est super intéressant, qu'on peut appeler du service mapping. Clara, peut-être dis-nous un petit peu où on doit déjà arriver et quelle est la première étape qu'on a déjà un peu terminée. Ouais. Bah, du coup, l'objectif final, comme tu dis, c'est l'expérience map. Et là, actuellement, on a, comme dit Gaël, on a déjà découpé tout le parcours avec les collaborateurs. Donc là, c'est en phase de finalisation. Et ensuite, une fois qu'on aura le parcours, comme disait Gaël tout à l'heure, on va pouvoir demander qu'est-ce qu'ils pensent de ça, qu'est-ce que leurs clients, d'après eux, ils pensent à tel moment. Et nous, ça va nous permettre en fait de construire notre protocole de recherche derrière, pouvoir mener les interviews et ensuite de pouvoir enrichir l'expérience map avec tout ça. Alors évidemment, c'est un parcours, je me permets, parce que je connais bien le projet, c'est un parcours extrêmement complexe aujourd'hui. Le client vient nous voir parce qu'il y a beaucoup trop de points de contact et dans ces points de contact, des points de contact qui ne sont même pas utilisés ou qui sont extrêmement, en termes d'expérience, extrêmement déplaisants. Si je reviens un petit peu, parce que ce qu'on aime bien, c'est vraiment parler aussi de facteurs psychologiques, émotionnels. D'abord, est-ce que vous avez travaillé avec une équipe qui avait un peu l'expérience du remote? Comment ça s'est passé, Clara? Du coup, non, pas du tout. On est sur un client qui n'a jamais fait de télétravail parce que en fait, c'est quelque chose qui n'était pas accepté dans leur type d'organisation. Donc aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'ils sont conscients, eux, d'avoir un peu de retard par rapport à d'autres structures, que ce soit en termes de méthode ou de technologie. Donc aujourd'hui, ils sont en pleine transformation. L'UX, c'est tout nouveau pour eux, donc ils sont hyper curieux. Donc nous, on a été agréablement surprises de voir que finalement, l'adaptation s'est fait hyper rapidement, sans encombre. Donc il y a beaucoup d'accompagnement de notre part. C'est ça qui est hyper intéressant. L'avantage là avec cette typologie de clients, c'est que jusque-là, ils n'utilisaient pas forcément d'outils pour travailler à distance. Donc, il n'y avait pas cette contrainte d'a priori sur certains outils. Donc, on a pu leur proposer des outils que nous, on utilise. Ils se sont laissés embarquer et franchement, ça se passe super bien avec eux. Alors, qu'est-ce que vous avez organisé comme genre de session de travail, comme atelier à distance? Alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a découpé finalement l'atelier où on devait tous ensemble, où on devait être 16, on l'a découpé en premier lieu parce que justement, il n'y avait pas du tout de cette approche. Le télétravail, c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais encore mis en place. Donc déjà, pour les rassurer, et parce qu'effectivement, le côté humain est hyper important, on a découpé d'abord le premier atelier en 4 sessions. Mais au préalable, on leur a envoyé en fait ce fameux parcours qu'on avait déjà travaillé en fait avec d'autres, avec l'équipe projet, on va dire. On avait déjà fait un premier parcours sur lequel ils devaient réagir. Et donc, on voulait éviter de perdre du temps de présenter ce projet. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé Clara en youtubeuse le temps de 5 minutes d'explication d'une vidéo, justement, en amont présenter déjà ce parcours. Donc, elle leur a envoyé au préalable le parcours avec la vidéo explicative. Et ensuite, elle a appelé chaque personne, voilà, dans les choses effectivement qui se mettent en place et qui sont en plus dans le remote, appeler chaque participant pour s'assurer que d'un point de vue technique, en tout cas au niveau des sessions, tout allait bien se passer. Et effectivement, tout s'est très bien passé. Donc, on a fait une journée, on a eu 2 équipes pendant 2 heures chacune. Et ensuite, on a étalé sur 2 autres jours pour les 2 autres équipes. Alors, ça fait partie des trouvailles que je vous invite à creuser. Vous pourrez sur le groupe poser des questions directement à Clara après le live ou dans la semaine, parce qu'effectivement, c'est un service mapping, c'est pas évident. La première fois qu'on découvre ça, ça peut être assez lourd, comprendre les flèches, les parcours, les imbrications entre les points de contact. Alors, on ne pourra pas vous montrer exactement ce qu'on a fait. Par contre, si ça vous intéresse, Clara pourra vous aider et vous montrer un petit peu quelles sont les techniques pour aider les gens à comprendre et préparer ce genre de documents qui préparent donc la recherche. Donc, niveau gestion du temps, des sessions, comment vous êtes organisé?
J'ai envie de te dire, Nicolas, que ça s'est organisé exactement de la même façon que sur des ateliers présentiels, à savoir que, comme à chaque fois, on a un plan, tout est nickel, on sait exactement ce qu'on va faire, en combien de temps, etc. Et ça ne se passe jamais comme ça. Mais en fait, c'est la vie et on doit s'adapter. Et en fait, on réalise que ce soit en présentiel ou en visioconférence, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on avait préparé 2 exercices pendant cette session. On n'en a fait que 1 sur 2, qui était justement l'exercice de peaufiner ce parcours. Et puis, on a tout de suite compris avec Clara qu'effectivement, c'était un point tellement important qu'on ne pouvait pas couper les conversations. Et donc, on a fait toute la session sur ce parcours. Mais j'ai envie de te dire que ça aurait été en présentiel, la problématique aurait été la même. Donc, la gestion du temps, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas de. La gestion du temps pendant les ateliers, on va dire que ça n'a pas changé. La gestion du temps, cela dit, pour faire les ateliers, là, en effet, on a une problématique qui est que normalement, on était censé faire un atelier de 4 heures avec juste un animateur. Et là, quand on multiplie finalement les ateliers, puisqu'on se dit on ne peut pas avoir tout le monde en même temps, forcément, voilà, on a géré le temps, mais on reviendra peut-être un petit peu plus dans les détails sur comment on a géré plus précisément ce temps-là. Alors, il y a une question aussi qui m'intéresse, enfin, qui va vous intéresser, enfin, c'est la réponse qui va vous intéresser, que je vais poser à Clara. Clara, peut-être, parce que là, on ne l'a pas fait sur ce sujet, mais tu peux peut-être nous parler de ce que tu avais mis en place chez Kirk comme format un peu d'atelier pour définir un peu le panel qu'on allait justement, sur lequel on allait justement faire la recherche. Oui, c'est vrai qu'on avait fait ça avant le confinement. En fait, on avait fait un canevas papier, justement très simple. On demandait quelles informations en fait le client voulait déjà de son client à lui et qu'est-ce qui lui importait vraiment. Donc, à savoir tout ce qui est démographique, est-ce qu'il a des enfants, quel âge il a, s'il est à l'aise avec la technologie, enfin toutes sortes d'informations. Et en fait, on remarque que le client, il a déjà plus ou moins des profils de clients qui sont déjà dans sa tête. Donc déjà, ça facilite beaucoup les choses. Et en fait, on se retrouve avec plusieurs canevas, avec plusieurs données, et on se rend compte qu'on peut regrouper ça en quelques profils, 2 ou 3 profils, et ça nous permet justement d'après pouvoir faire le panel. Et je crois qu'on avait fait appel à une panéliste. Elle, c'est son métier de faire ça. On avait beaucoup échangé avec elle, on lui avait donné toutes les informations dont on avait besoin. Elle nous avait sorti une super liste avec plein de gens qui étaient hyper motivés pour participer. Donc voilà, on avait fait comme ça la dernière fois. Alors, ça m'intéresse si, pendant les questions-réponses, s'il y en a parmi vous qui ont un peu leur technique pour définir des panels. C'est vrai que nous, on aime bien le faire en atelier, ce qui se complique beaucoup en ce moment. Mais c'est vrai que sur tout ce qu'on fait, on aime bien créer des ateliers pour un peu tous. Et la création de panels, c'est ce qu'a mis en place Clara est super intéressant. Et c'est vrai que depuis qu'on a cet outil chez Kirk, ça a décoincé pas mal de choses. Plutôt que d'éviter des échanges par mail ou de recevoir un fichier Excel, devoir l'analyser et faire ses propres conclusions. C'est vrai que dans un format d'échange, définir un panel, c'est toujours intéressant. Alors, si je reviens un petit peu à tout ce qui s'est passé pendant cette préparation d'études, est-ce que vous avez eu, je ne sais pas moi, affaire à des choses inattendues, je sais pas, est-ce que tout s'est bien passé ou est-ce qu'il y a eu pas des ratés, mais des choses qui sont intéressantes pour le groupe? Ça, c'est Clara qui peut répondre à la question. Effectivement, Ouais. Il y a eu quelques petites surprises, mais… Ouais, mais peut-être avant de parler des surprises, on peut peut-être expliquer aussi, on a quand même préparé aussi l'atelier en amont pour justement éviter les surprises, qu'on n'a pas toujours réussi à éviter, évidemment, mais c'est normal, c'est la vie. Donc, pour préparer les sessions d'atelier, ce qu'on a fait, c'est comme on vous le disait, il y avait 16 participants, donc divisés en 4 équipes. On avait un canevas remote du coup pour chaque équipe. C'est les canevas qu'on vous avait présentés lors du premier live. Je crois qu'il y a les extraits sur le groupe LinkedIn qui sont dispo, où vous pourrez revoir comment ça fonctionnait. Donc voilà, globalement, c'est un Google Spreadsheet où tout le monde peut écrire, tout le monde peut participer, travailler ensemble. En parallèle, on a Google Meet en visio, donc avec les participants. Et c'est là justement qu'on est intervenu en termes de préparation, parce que
comme on a affaire à un client qui n'est pas habitué à travailler à distance, il fallait qu'on s'assure que tout le monde puisse accéder aux visios, que voilà, personne n'ait des retards, etc., pour pas retarder les sessions. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé chaque participant, j'ai pris rendez-vous avec eux pendant une dizaine de minutes, je les ai appelés pour qu'on teste un lien en visio ensemble. Et puis, en même temps, ça m'a permis de les rencontrer en face-to-face, même si c'est à distance. Mais c'était hyper sympa déjà comme premier échange. Ils étaient tous très souriants et c'était hyper agréable de faire ça. C'était très intéressant. Donc, si je synthétise, vous avez créé, alors vous avez mappé un service, vous avez par ce service également fait des ateliers qui vous permettent de définir quel type d'utilisateur, je fais même entre l'UX et le CX hein, sur ce sujet, il y a un peu les deux qui se mélangent. Mais en gros, vous avez défini votre panel et du coup, maintenant vous êtes prête en fait pour partir en recherche. Alors, on y est presque, on n'y est pas encore, Nicolas. Ah bon? Mais non, Nicolas, voyons, oui. Non, en fait, il nous reste justement, en fait, nous, on a appris sur les ateliers, juste pour répondre vite fait à ta question, effectivement, là où les petites surprises qu'on a eues, c'est que les gens étaient un peu perdus sur comment faire entre l'écran de la visio et d'ouvrir en même temps le fichier parcours pour pouvoir interagir dessus. Ensuite, l'autre chose, c'est que leur demander de faire ça plus d'écrire dans le Google Spreadsheet, donc on avait effectivement présenté. En fait, on s'est rendu compte que très rapidement, en fait, les gens n'arrivaient pas à faire les deux en même temps. Donc finalement, c'est nous qui avons rempli le fichier pour eux. Et bon, effectivement, ça faisait partie des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Mais là, en gros, aujourd'hui, effectivement, on a toute la matière sur ce parcours et on a surtout le retour de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la toute première session s'est passée d'une certaine manière et la toute dernière s'est passée différemment. On a appris au fur et à mesure. Et notamment pour la dernière session, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des exercices beaucoup plus courts et on a fait tourner la parole par ordre alphabétique et en tournant. Parce qu'effectivement, là, sur la dernière session, on avait une personne assez, on va dire, on avait le big boss, et on voulait surtout s'assurer que tout le monde pouvait justement parler de façon, en étant à l'aise, et en n'attendant pas que lui dise ce qu'il pensait pour que les autres, finalement, disent oui, je suis d'accord avec lui. Donc, on a fait tourner comme ça la parole. Et là, aujourd'hui, en fait, le prochain atelier qu'on va faire, on a effectivement de nouveau appris et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait pouvoir faire en fait 2 ateliers en simultané, c'est-à-dire qu'on va prendre donc 8 personnes au lieu de n'en prendre que 4, 8 personnes. On va faire l'explication de l'exercice pendant 5 minutes. Ensuite, on va répartir 2 équipes chacune sur un lien Google Meet, ce qui permet à l'animateur, moi en l'occurrence, de suivre un groupe sur mon téléphone et un groupe sur l'ordinateur, d'intervenir éventuellement s'il y a besoin de recadrer des choses ou autre, et chacun de ces groupes aura son facilitateur. Donc ça permet en fait de finalement gagner au niveau du temps. Tu demandais tout à l'heure comment tu fais pour la gestion du temps, et c'est vrai que cette solution est hyper, elle va quand même nous permettre justement de gagner du temps et de malgré tout interroger un maximum de personnes. Alors, ça ne répond pas à ta question, Nicolas, peut-être. Si, ça répond à ma question et je vois que le temps passe, donc je voudrais qu'on parle vraiment de votre protocole. Oui. Donc, la question, c'est en gros, vous aviez, avant le confinement, le protocole de recherche était déjà établi. Donc déjà, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qu'on avait prévu comme protocole de recherche. Alors, au niveau du protocole de recherche, l'objectif, c'était, comme on adore faire ça, des ateliers, évidemment, hein, avec les clients. Et donc, ça va se transformer, avec les clients de nos clients. Alors, détaillez un petit peu, hein, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on avait prévu vraiment? C'était un gros atelier avec une trentaine de personnes à l'intérieur où les gens devaient justement faire les mêmes exercices que ce qu'on est en train de faire en ce moment avec les collaborateurs, à savoir sur la base du parcours qu'on a établi de leur le parcours par rapport à leur sujet, on ne peut pas citer ce dont on parle, de leur faire justement l'exercice de ce que je ressens et les questionnements que j'ai à tel moment. Alors, les gens, ils travaillent quoi? Ils travaillent en groupe? Comment ça fonctionne? Et donc, l'objectif, c'était effectivement d'avoir des groupes de 4 personnes avec un facilitateur pour chaque groupe. Mais l'objectif, c'était de faire travailler tout le monde en même temps. Et c'est vrai que
Là, Donc là, quand on dit 4 personnes, juste pour être bien clair pour tout le monde, c'est Oui, par 4, équipe. utilisateurs. oui, C'est-à-dire, là, les collaborateurs, il y en a quelques-uns qui sont un peu en observation et encore, on Si, fait très ils attention sont à ne pas pas- biaiser alors, les ateliers avec ça. alors non, nous, ce qu'on aime justement, alors oui, évidemment, il ne faut pas biaiser, mais ce qu'on adore justement, c'est que les collaborateurs se transforment cette fois-ci en facilitateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mieux pour un client que d'entendre la voix de ses propres clients et d'être en fait confronté, entre guillemets, à la réalité. C'est-à-dire que très souvent, quand on va présenter une expérience MAP et qu'on n'a pas travaillé avec le client, la découverte peut être un peu, enfin, on va dire, ouais, peut-être un peu douloureuse. On a eu le cas, enfin, c'est très souvent le cas avec les clients, parce qu'en fait, nos clients ont forcément des croyances. Enfin, au bout d'un moment, ça fait peut-être 3-5 ans qu'ils travaillent sur leur sujet, et donc ils imaginent des choses sur ce que vivent les utilisateurs et ce que vivent les clients, et ils en sont évidemment convaincus. Et quand on revient en fait avec des résultats et qu'ils n'ont pas participé en fait à la mise en place des résultats, par exemple, quand on fait des interviews, parce que ça peut être aussi un format qu'on utilise, quand on arrive et qu'on présente les résultats d'expérience MAP, c'est un moment, même si les gens ont fait la demande et la démarche d'aller rencontrer les utilisateurs, les clients et de leur demander, voilà, qu'est-ce qui se passe dans votre vie avec nous quelque part. Même s'ils sont dans cette démarche-là, il y a un moment, il y a un truc qui psychologiquement fait que c'est dur d'entendre la vérité. Donc les ateliers, ça a cet avantage de finalement le faire en douceur et de l'entendre déjà au préalable et déjà de se remettre en question au moment où on fait l'atelier. Et souvent, il y a de la bienveillance quand même, justement, les utilisateurs, quand ils sont dans un groupe et qu'ils savent qu'il y a le client avec eux, ils vont pas balancer non plus des trucs enfin, ils vont pas balancer des trucs méchants, ils vont dire le fond de leur pensée, mais ils vont le dire quand même avec bienveillance. Et c'est vrai que c'est ça qui est hyper intéressant quand on fait des ateliers, c'est d'impliquer tout de suite le collaborateur. Et donc l'objectif là, c'était d'avoir un collaborateur. Pour nous, ça change rien dans le sens où on va pouvoir faire ces ateliers en remote. Ça change simplement, il n'y a pas l'émulsion effectivement qu'on peut avoir quand on a 30 personnes dans une salle et qu'on dit allez maintenant c'est parti, toi tu fais ci, tu fais ça. On met souvent les gens un peu en compétition entre guillemets. Donc pour que vous compreniez bien, on anime énormément d'ateliers avec des utilisateurs. Ils arrivent le matin, ils ne se connaissent pas du tout. Voilà. Ils se retrouvent dans des équipes. Pour reparler brièvement des facilitateurs, pour si ça peut aider des gens, ou même vous allez pouvoir intervenir après si vous utilisez d'autres techniques. Sachez qu'on leur envoie un petit guide un petit peu avant, et puis le matin, ils viennent un petit peu avant l'atelier, puis on les forme très rapidement pour qu'ils soient dans le jus. Et puis on a l'animateur principal qui est en charge d'aller voir tous les facilitateurs tout le temps et d'observer les tables pour être sûr qu'ils ne biaisent rien du tout, parce que le facilitateur, il est là juste pour prendre des notes, il est là pour s'assurer que les gens ont bien compris les exercices, mais voilà, il n'intervient jamais dans le débat où il n'a jamais d'opinion, ni d'idée, il ne participe pas à l'idéation, rien du tout. C'est vraiment un accompagnant de l'équipe. Et puis voilà, le rôle de l'animateur, c'est aussi d'aller voir que tout se passe bien. Et à la fin de l'atelier, ces gens généralement qui se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, ils ont construit des choses ensemble, ils ont sorti plein d'insights, plein de feedbacks super intéressants. Et c'est vraiment un format de recherche dont c'est vraiment pas du focus group, hein, puisqu'on n'est pas que dans de la créativité, je dirais, où c'est vraiment un format atelier où on arrive avec quelque chose. Et il y a souvent déjà un livrable qui est soit une X-Map, enfin au moins le parcours, le doing simplifié, ou voilà, ou alors on va prendre juste des étapes du parcours. Alors pardon, vous alliez expliquer avec Clara, et c'est ce qui nous intéresse vraiment. Comment on passe de ce protocole atelier qui était prévu à un protocole en remote? Eh ben, c'est exactement ce que je te disais. En fait, les sessions, au lieu d'être effectivement menées tout en même temps, vont devoir être menées avec plusieurs sessions. Ce qui se passe, c'est que, alors comme je disais, là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on peut en faire 2 simultanément, donc ça, c'est plutôt un avantage. Certainement que, parce que ça, on n'a pas encore validé avec le client, mais effectivement, on ne l'a pas testé surtout. Enfin, on va essayer ce format, avoir les 2 en même temps. Oui, tout à fait. Peut-être dans 2 semaines, on va vous dire ne faites pas ça. Ne faites pas cette erreur. Peut-être. Mais on va essayer. Il faut essayer de toute façon. Mais donc oui, la problématique, c'est qu'effectivement, par rapport au nombre de personnes,
soit il va falloir réduire la voilure, soit il va falloir s'organiser autrement. Pour le moment, on n'a effectivement pas mis en place le protocole. Nous, ce qui nous intéresse aussi souvent beaucoup dans ces ateliers, quand on est sur un atelier d'expérience mapping, ce qui est super intéressant, c'est de dire, voilà, vous avez un parcours, vous avez plusieurs étapes. Sur quelle étape vous souhaitez travailler. Ce qui est super intéressant, c'est de voir quelles étapes les utilisateurs ou les clients vont sélectionner, parce que ça signifie derrière que c'est sur cette étape-là qu'ils ont le plus de problèmes. Donc, sans doute que ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'anticiper, on va dire, certains moments qui peuvent prendre du temps au sein d'un atelier et les anticiper sous format d'un questionnaire. Pour justement, en fait, essayer de gagner du temps pour pouvoir derrière rester vraiment sur toute la partie qualitative et avoir vraiment plus de temps pour parler de leurs vraies problématiques, etc. Et donc, est-ce que vous comptez, du coup, parce que ça, c'est un truc que je ne sais pas, je n'ai pas encore regardé, vous allez remontrer le livrable ou comment… Le parcours ? Ouais. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est pareil, ça, c'est des choses où, en fait, typiquement, les temps qui sont perdus, c'est pas perdu, mais des temps où, en fait, on aurait pu tout simplement, pendant l'atelier, de 4 heures, présenter le livrable pendant 20 minutes justement pour expliquer le livrable. Là, c'est des choses où on va se dire on va essayer de gagner du temps là-dessus parce qu'on multiplie les sessions et donc on va envoyer effectivement de nouveau une vidéo, les explications au préalable. Il y a effectivement tout le même travail en fait où tout ce qui n'est pas essentiel, on va dire, et qui n'a pas besoin d'interaction spécifique avec les utilisateurs ou les clients, doit être mis de côté et doit être filmé ou fait par du sondage, des choses plus quantitatives pour vraiment garder le cœur de la meule sur la partie qualitative. Est-ce que c'est clair ? C'est très clair. Est-ce que c'est clair, Clara ? Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Ouais, c'est tout clair. Tout clair ? Alors voilà, vous avez compris pourquoi je voulais absolument parler, parce que j'espère que dans un prochain live, on pourra revenir avec Gaël et Clara sur le sujet et faire un retour d'expérience sur quelque chose dont on vous a déjà parlé. Comme ça, vous pourrez un peu suivre le projet à distance. Mise en abîme. Est-ce que vous avez… Alors, merci Gaël et merci Clara. Merci Est-ce Clara. que vous avez des questions ? Merci Nicolas. Merci. Est-ce que vous avez des questions qui veulent intervenir ? Est-ce qu'il y en a qui ont des ateliers en préparation de recherche ou qui souhaitent nous raconter quelque chose ? Ça peut être… allez-y, c'est le moment. On vous écoute. Oh non, mais dis pas que parti, Vincent. Très déçu. Mais je crois qu'il est parti. Ah non. Non, il est pas parti. Non, je suis là. J'essaye d'être sérieux et quand je suis sérieux, je me tais, les enfants. Mais non, ne te tais pas. Est-ce que tu as des questions, des réactions ou des interrogations ? Non, pas de questions de mon côté, c'était très clair. Après, les réactions, ça semble vraiment très carré. Maintenant, à voir comment on l'applique. Vous savez que je regrette qu'on n'ait pas fait un sujet dernièrement ensemble parce que de ce que vous présentez aujourd'hui, c'est typiquement ce qui nous aurait donné probablement un peu de hauteur sur ce projet qui se déroule plutôt bien avec une compétence UX, c'est vraiment très UX. Mais je pense qu'il nous manque sur ce projet la dimension étude, la dimension UX que vous auriez pu mettre en place. Donc voilà, je ne partage qu'une chose, c'est un regret de ne pas faire ce projet-là ensemble, on s'en trouvera d'autres. Mais bien sûr, bien Vincent. sûr. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Vincent, hein, je le dévoile, hein, c'est notre ami Vincent est directeur de l'agence Dagobert, qui est vraiment sur la partie com, qui fait énormément de digital et bien d'autres choses. Et qu'on connaît depuis bien longtemps et qui on a déjà travaillé sur pas mal de sujets et donc bientôt peut-être un sujet de recherche. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui Thérèse a une question. Pardon ? Thérèse a une question. Ah, Thérèse, vas-y, mets ton micro. Ah oui, mets le micro, Thérèse. On t'entend pas. Voilà, c'est bon, j'ai Voilà. déveillé. Oui, mais bonjour, je suis Thérèse et je travaille donc chez AGC Glace Europe dans un centre de recherche et développement. Et donc du coup, concernant les protocoles de recherche, par exemple, nous on va être dans des problématiques où on va avoir des chercheurs qui font des trouvailles et qui construisent du coup de beaux produits, mais qui n'ont pas encore en fait de domaine d'application.
Et donc là, l'exemple qui était donné, c'était un client qui avait un produit qui voulait l'améliorer. Et donc, du coup, il y avait déjà une cible, une clientèle. Et donc, le protocole de recherche était développé en fonction de ces données. Dans les problématiques que rencontre AGC, bien souvent, il y a donc voilà, des produits, des innovations qui tendent à être adressées à un marché qu'on ne connaît pas encore. Et là, il faut établir un protocole de recherche en fonction voilà, d'un potentiel qui peut être dans un domaine d'activité ou un autre. Voilà. Et voilà. Très complexe, effectivement, quand il n'y a pas de marché, qu'on ne peut pas, en fait, parce que l'expérience mapping fonctionne sur une expérience vécue qui existe. Oui, alors après, AGC est focus sur le vert, donc ils ont un corps de métier bien précis, mais c'est vaste. Il y a une partie auto, il y a une partie building, ça peut toucher aux smart cities comme à la rénovation, donc du coup, voilà, c'est un peu le challenge. Ouais. Est-ce qu'il faudrait pas, est-ce qu'il n'y a pas une partie un peu de quanti à faire, ou alors de ce que j'appelle moi le quali-quanti, c'est-à-dire effectivement, en tout cas, de dégrossir avec de la masse, c'est-à-dire d'être capable de trouver des façons d'interroger le plus grand nombre pour après réduire peut-être sur un moment un panel, mais de toute façon, c'est juste peut-être qu'il faudrait faire plus d'ateliers et plus de… Alors ça, c'est peut-être une… Enfin, c'est une question intéressante. C'est une question très intéressante. Et tout à l'heure, je me permets juste, on disait effectivement que les tests qui étaient pratiqués chez Testapic avec Sébastien étaient souvent des tests après, une fois qu'on avait fait le design, ce qui n'est pas forcément justement tout à fait vrai, dans le sens où on peut aussi justement faire des choses passionnantes grâce à Testapic. Et je pense qu'à moins que quelqu'un d'autre ait une question, Thérèse, tu nous fais une transition, mais tu nous l'offres sur un plateau d'argent. Avec plaisir. Personne n'a des questions, ou alors on pourra peut-être revenir justement après sur les questions sur ce que nous avons dit, mais je me permets, pardon Nicolas, de transitionner justement ah non, c'est juste qu'il arrive. Donc oui, Sébastien, je pense que c'est une question à laquelle tu peux justement répondre, et ça peut déterrer, parce que effectivement, voilà. Bref, je ne vais pas en dire plus, tu sais très bien quoi dire. Ouais, bonjour à tous. Je pense que la question de Thérèse, elle se rapproche pas mal du marketing, du domaine du marketing aussi. C'est-à-dire là, c'est des opportunités de marché finalement sur des produits qui sont à créer. Le monde du marketing, c'est un monde qui est très quantitatif. Alors nous, on le voit aujourd'hui. D'ailleurs, on a pas mal d'utilisateurs sur la plateforme aussi qui viennent des départements études, des départements marketing. Il y a une approche qui est plus quanti que quali. Et typiquement, identifier en fait des opportunités de marché sur certaines cibles spécifiques à un moment donné. Nous, on l'adresse plutôt au travers du quanti, avec une approche qui peut se coupler d'ailleurs avec du quali. C'est-à-dire que l'idée aussi, c'est d'avoir vraiment une approche double, une approche complémentaire. Souvent, on va plutôt commencer par le quanti pour essayer de tacler un certain nombre d'hypothèses initiales et puis de trouver des leviers sur certains marchés, et puis après avec le quali d'aller creuser encore plus loin, d'aller chercher des données plus anthropologiques en fait sur les utilisateurs, avoir une démarche un peu différente encore, et pouvoir justement avoir cette double facette, en interne avec du quanti qui va te permettre de convaincre. Si je me trompe pas, KGC c'est une boîte assez tech, assez scientifique, donc à mon avis en interne en termes de culture, l'apport du quanti doit aussi aider, je pense, à l'appropriation des résultats, et puis le fait que les gens acceptent un peu mieux les résultats. Et je pense qu'en effet, une double approche quali-quanti pourrait être hyper intéressante là-dessus. Mais là, on se rapproche plus du market que de l'UX en tant que tel, je trouve. Ouais. Oui, bien. Oui, puisqu'effectivement, ce qu'on se dit, c'est que il n'y a pas d'expérience existante. Donc, on peut c'est de la consolidation de besoins, quoi. Ouais, exactement. C'est plus sur le format d'atelier, et on est vraiment en amont de l'amont. Effectivement, il n'y a pas d'expérience vécue encore. Donc, il faut comprendre effectivement, est-ce que c'est une expérience que les gens veulent vivre déjà, et s'ils veulent vivre cette expérience, comment, avec quoi, etc., quoi. Donc, on est vraiment plus dans du besoin que dans du vécu, quoi.
Donc, il faut identifier des gens qui rencontrent le problème que vous arrivez à solutionner grâce à cette solution et effectivement tester un peu la rencontre entre le besoin et le problème et la solution. Mais donc, du coup, voilà, on va donc, du coup, on vient d'entendre successivement Sébastien et Tristan. Je vais d'abord demander à Tristan de se présenter rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas. Très rapidement. J'espère que vous m'entendez bien. Toujours pareil, j'ai une bande passante qui risque de foirer au bout de 5 minutes. Donc Tristan, cofondateur de l'agence avec Gaël et Nicolas. Donc moi j'ai une spécialité sur le product design. Donc je m'intéresse beaucoup à tout ce qui conception, design et bien sûr tout ce qui est test d'utilisabilité. On a une bonne expérience en test d'utilisabilité présentiel et il se trouve que on fait du test en remote depuis un peu plus d'1 an avec Testapic maintenant et que ça a pas mal révolutionné nos workflows de recherche. En termes d'utilisabilité, même, Kali, Quanti, on apprend plein de choses avec les tests. Donc voilà. Et Sébastien, tu vas pouvoir prendre un petit peu plus de temps. Je vais te demander de te présenter, de nous parler rapidement de Testapic et également de comment votre équipe allait organiser. En gros, quels sont les pôles de compétences, comment vous répartissez les postes, parce que je sais que vous avez eu une belle croissance depuis votre naissance et que il y a beaucoup de monde chez vous. Et moi-même, je ne sais pas encore tout exactement comment vous êtes organisé. Ok, je vais vous expliquer un peu tout ça avec grand plaisir. Donc moi, je suis Sébastien Tanguy, je suis un des fondateurs aussi de Testapic. On est 4 à l'origine de ce projet. On a créé la société il y a 8 ans sur la base d'un besoin en fait qu'on avait identifié aussi par nous-mêmes. Donc l'idée c'est que mes associés et moi on vient tous du digital au départ et on avait tous besoin de faire des tests utilisateurs. À l'époque, 8 ans en arrière, l'UX c'était encore quelque chose d'assez embryonnaire, en tout cas pas aussi développé qu'aujourd'hui, spécialement sur la partie test. Il y avait beaucoup de sociétés qui faisaient des tests en présentiel, mais on se rendait compte que dans la démarche, il y avait aussi un certain nombre de freins à cette démocratisation, à cette industrialisation en fait de la démarche de testing. Et puis, en regardant un petit peu ce qui existait sur le marché, notamment sur le marché anglo-saxon, on s'est rendu compte que la démarche de remote en fait commençait à pousser assez fort sur ces marchés-là. Mais il n'y avait rien qui existait sur le marché français. Et donc, on a décidé, nous, de monter cette structure en l'adaptant bien sûr au marché français, en ayant une approche un peu différente. On parlait tout à l'heure de la complémentarité entre le Kali et Quanti. Nous, ça a été un des ancrages fondamentaux de la société, et de se dire, voilà, nous, on veut justement cette double approche, aussi bien sur du Kali que sur du Quanti. Et ça a été un des fondements conducteurs de la création de la boîte. Nous, on fait des tests utilisateurs, on ne fait que ça à 100% chez nous. On se spécialise aujourd'hui dans les tests utilisateurs distants et non modérés. Donc, notre particularité, c'est que nous, on ne fait pas venir d'utilisateurs chez nous dans nos bureaux, même si nos bureaux sont très sympas. On aime bien bosser chez nous, mais malheureusement, les utilisateurs finaux ne les voient pas. Ils ne voient pas forcément l'envers du décor. Parce que les gens restent chez eux, en fait, quand ils font les tests directement. Donc, on a monté une solution qui permet de récupérer des informations auprès d'une communauté de personnes qui vont nous agréger de la data et puis nous la faire remonter dans le cadre de tests qu'on veut réaliser pour nos clients. En termes de structure, aujourd'hui, donc on est un peu plus d'une trentaine de personnes. Donc, on est toujours sur fonds propres. Ça, c'est une de nos grandes réussites aussi, dont on est assez fiers. Sans levée de fonds aujourd'hui, on a créé une PME, on va dire. Donc, on est assez content de ça. La structure telle qu'elle est présentée aujourd'hui, elle a un peu migré dans ces dernières années. On a un équilibre qui s'est fait entre les différents pôles. On avait un pôle qui était très fort initialement chez nous, qui était le pôle du X-Research, où en fait, on avait une équipe de X-Researchers qui réalisait tous nos tests pour nos clients avec une approche déléguée chez nous. Et puis aujourd'hui, cette équipe-là, elle s'équilibre en fait avec d'autres équipes, avec la naissance de cette plateforme en mode SaaS depuis 2 ans maintenant. Aujourd'hui, on a 6 personnes au pôle de dev et 3 personnes au pôle R&D. Donc, ça fait quasiment un tiers de nos effectifs aujourd'hui qui est vraiment centralisé sur toute la partie technique aujourd'hui chez nous. On a vraiment scindé la partie tech et la partie R&D. On a 3 personnes au produit aussi. Et puis, la partie UX Research, aujourd'hui, c'est 5 personnes. Et on a une autre équipe aussi qui s'est créée au travers de la plateforme maintenant qu'on a vraiment à disposition en mode SaaS. C'est notre équipe de CSM, les Customer Support Manager, ceux qui vont accompagner nos clients dans la démarche de testing. Et puis,
les aider, on va dire, au quotidien dans le déploiement de leurs tests, savoir à quel moment le faire, quel type de test, des bons conseils sur les protocoles, en gros, toute l'expertise qu'on a agrégée depuis ces années pour pouvoir leur en faire bénéficier. C'est d'ailleurs souvent des anciens UX researchers qui font ce type de métier aujourd'hui. Alors vous, Et puis après, il y a le pôle commercial. Oui. Ça, c'est Forcément. intéressant, je pense. Sympa pour les commerciaux. Non, mais Mais en fait, c'est juste que c'est inhérent des activités, forcément, on a une partie commerciale aussi. Mais voilà, en gros, on a à peu près des pôles qui font à peu près tous la même taille, quoi, entre la partie dev, la partie research, la partie accompagnement et puis les commerciaux. Alors, avant de parler purement de ton activité depuis le début du confinement, j'aime bien parler un peu justement aussi de cette organisation. Comment ça a changé un peu depuis le début du confinement? Nous, on a pas mal raconté ce qu'on avait mis en place, les apéros, le yoga, la météo, le daily meeting, etc. Vous, juste pour partager avec les autres, qu'est-ce que vous avez changé depuis le début de ce confinement? Alors, nous, on s'y est fait assez facilement, on va dire. Le distance, chez nous, ça fait partie de notre ADN. C'est notre activité au quotidien de faire des tests à distance. Donc là, en gros, tu parlais de mise en abîme tout à l'heure, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on se retrouve un peu dans cette situation aussi. Toutes les équipes sont en télétravail à 100%. Avant le début du confinement, on était déjà habitué à faire du télétravail. Alors, pas dans ces dimensions-là, mais on était à peu près autour de, on va dire, à peu près 20% de télétravail à la grosse. Avec des personnes qui viennent de loin. Hein. On a des gens qui habitent à Reims, par exemple, plusieurs. Voilà, donc on a des gens qui viennent un peu partout. Donc on a l'habitude de pouvoir pallier aux problèmes de transport ou ce genre de choses. Donc le télétravail en lui-même, c'était pas une grande contrainte pour nous. Ce qu'on a mis en place de façon un peu plus systématique, c'est nos points journaliers. On fait des daily stand-up tous les jours. Alors, les gens ne sont pas obligés de se mettre debout là, quand ils sont chez eux pour faire les ateliers, les points à distance. Ce sera des sit-down. Vaut mieux pas, en plus, en général, en bas, c'est le jogging. Donc, vaut mieux. Ouais, c'est ça. Moi, je suis en caleçon. Hein. Trouve-le. Je ne montre pas le mal. Hein. Donc ça, on l'a maintenu clairement parce que c'était important pour nous de garder un contact très régulier avec les équipes. On a demandé aux managers des équipes d'être encore plus présents que ce qu'ils pouvaient l'être précédemment, donc d'avoir un suivi vraiment très régulier sur le suivi avec les collaborateurs, aussi bien sur l'activité opérationnelle que sur l'état psychologique, hein, l'état mental de tout le monde, savoir si les gens sont en forme, savoir si les gens sont toujours dans un bon mood pour pouvoir travailler. Donc ça a été un des grands sujets. On a fait le choix, nous, pas faire de chômage partiel, même si les commerciaux, comme dans beaucoup de boîtes aujourd'hui, sont forcément impactés et un peu moins de business, même s'il y en a toujours pas mal et on n'est pas les plus à plaindre là-dessus. Franchement, ça va assez bien. Mais on a forcément certains commerciaux qui sont impactés, mais on a décidé de garder tout le monde full-time. Donc ça, c'était un choix aussi pour nous pour montrer que la boîte va bien, la boîte est saine et on commence à bien avancer. Et puis on fait pas mal de choses un petit peu comme ce que vous faites. On a l'habitude de faire des petits apéros d'équipe. Maintenant, on les fait à distance, une fois par semaine. C'est l'occasion pour tout le monde de partager aussi les réussites de la semaine. On se fait un petit point hebdo sur les grands chantiers, les grandes réussites, les avancements. Et puis, ça permet de garder un peu le moral de tout le monde. Donc ça, c'est des gros sujets qu'on essaie de maintenir. Alors, on avait discuté un petit peu en amont. Tu m'avais expliqué qu'il y avait des secteurs d'activité là qui étaient un petit peu plus, qui vous sollicitaient un petit peu plus en ce moment. Ça, c'est intéressant pour le groupe. Ouais, alors, alors nous, on est complètement trans-secteur d'activité. C'est-à-dire que nos clients, ça va aussi bien de la banque assurance aux jeux en ligne que n'importe quoi, du travel, du tourisme, du retail, des institutions publiques. Donc, c'est vraiment hyper large. Aujourd'hui, on se rend compte que forcément, il y a certains secteurs qui sont plus sinistrés que d'autres, donc clairement, qui tournent au ralenti, et donc l'activité de test, indirectement, elle est forcément impactée. Les grands secteurs aujourd'hui là qui bossent beaucoup, le premier, c'est l'alimentaire. Il y a beaucoup de chantiers en ce moment qui se créent, et puis ils sont obligés de se réinventer assez rapidement là, sur pas mal de choses. Alors, forcément, l'alimentaire en distance, c'est déjà des choses, les livraisons à domicile, genre de choses qui existaient déjà, mais ils sont obligés d'aller beaucoup plus fort maintenant sur ces chantiers-là. Donc, ils travaillent pas mal sur ces projets. Donc, l'alimentaire, pour nous, c'est un gros sujet. Il y a des secteurs d'activité qui sont, on va dire, un peu plus opportunistes en termes de marché. Actuellement, par exemple, les assurances. Clairement, aujourd'hui, les assureurs, ils s'interrogent beaucoup sur les impacts que peut avoir le Covid, les protections individuelles des gens. Et donc,
En termes de communication aussi de ces secteurs d'activité, ça c'est des domaines hyper importants avec les assurances, elles bossent beaucoup. Au début du confinement, on a eu le travel aussi qui a fait pas mal de sujets. Il se trouve que forcément, c'est un secteur qui était à zéro, enfin quasi zéro, on va dire epsilon par rapport à leur domaine classique. Et ils en ont profité pour faire pas mal de tests, surtout du quanti, pour essayer de comprendre en fait quel pouvait être l'impact du Covid justement sur leur activité et voir comment aussi eux devaient communiquer auprès des utilisateurs dans ce contexte actuel. Typiquement, est-ce que je dois proposer des remboursements, des reports, à quelle échéance? Est-ce que les gens seraient toujours intéressés pour pouvoir regarder les choses? Si les gens se mettent à revenir dans, je dis n'importe quoi, imaginons que j'ai des centres de vacances, comment est-ce que je dois communiquer sur place auprès de mes utilisateurs pour les rassurer? Est-ce que je dois communiquer en amont, sur place? Quels sont les leviers aujourd'hui que j'ai pour communiquer et créer de la réassurance autour de tout ça? Donc ça, c'était des grands chantiers où les gens s'interrogeaient pas mal. On a aussi des clients dans la télémédecine. On bosse par exemple avec Care depuis quelques années maintenant, enfin, un peu plus d'un an. Et eux, ils explosent. Clairement, c'est un truc de dingue. Là, en ce moment, forcément, ils sont sous feu des projecteurs. Donc ça, c'est des grands chantiers aussi. Ils ont beaucoup de sujets. Ils doivent aller aussi très vite. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Le dating. C'est intéressant. On a plusieurs clients dans le monde du dating. Le monde du dating doit aussi s'adapter un peu au distance. Clairement, les rencontres physiques, pour l'instant, elles sont mises en pause. Mais pour autant, voilà, on bosse avec pas mal d'acteurs dans ce domaine-là et ils sont toujours hyper dynamiques. Ouais. Pensez au projet de barrière, hein, quand même. Après, ça doit être sympa, un rencard mythique à Google Earth. Il y a toujours des choses à trouver en tout cas. Mais voilà, c'est tous ces acteurs-là qui s'interrogent sur le pendant, sur ce qui se passe maintenant, mais surtout sur l'après aussi, c'est-à-dire quel impact ça va avoir sur leur business ensuite et comment aborder les choses différemment aussi pour les utilisateurs. Alors sur les clients, ça c'est un peu les nouveaux, enfin les marchés dont il faut s'occuper pendant le confinement. Sur les clients qu'on a, sur les clients qui sont un peu plus fidèles, et là je m'adresse aussi à Tristan, est-ce qu'on note des changements? Quel est l'impact un peu de ce confinement et qu'est-ce qu'on en tire un peu comme enseignement depuis le début? Tristan, toi, tu as pu chez les clients, je pense que le Covid n'a pas fait du bien. Ça a un peu dépriorisé tout ça. Mais alors, côté agence multi-projet, je pense que sur du monoprojet, c'est plus simple. Quelqu'un qui a été convaincu, il le reste même après tout ça. Là, on avait justement des tests qui devaient être lancés juste avant le Covid. Malheureusement, ça a été passé en dessous de la pile parce qu'il y a d'autres choses qui sont devenues prioritaires. Donc, on a un peu reculé, je trouve, parce que du coup, on avait, comme disait au début Sébastien, il a fallu évangéliser pendant pas mal de temps, que ce soit sur le présentiel, puis après le remote. Ça commençait à bien, les clients commençaient à comprendre la valeur. Et malheureusement, en ce moment, forcément, il y a d'autres choses qui sont prioritaires. Donc, à voir dans les semaines à venir. Mais je pense que c'est très propre à de l'agence multi-projet. Quelqu'un qui bosse, un designer qui bosse dans une équipe produit, il n'aura pas de mal, je pense, à continuer de faire des tests. Alors toi, Sébastien, tu as peut-être une approche, tu vois les choses différemment forcément, puisque comme tu es complètement dédié à ça, et c'est le seul tunnel. Oui, on vient vous chercher pour ça. En fait, nous, c'est un peu, on va dire, un moment où nos clients ou nos prospects viennent nous voir de façon privilégiée, parce que aujourd'hui, les différentes approches qui sont possibles, c'est soit des rendez-vous avec des utilisateurs en présentiel, des tests modérés physiques, soit des tests modérés distants, soit des tests distants non modérés. Donc aujourd'hui, tout le monde bascule. Les personnes qui ont l'habitude, les UX researchers qui ont l'habitude de faire des tests en présentiel, basculent vers le distant. Ça intéresse d'ailleurs au distant, c'est intéressant. On avait certaines personnes qui avaient des réticences sur ce type de méthodo qui s'intéressent vachement plus et qui se disent finalement je suis un peu contraint d'y aller et puis qui se rendent compte de tout l'intérêt que ça peut avoir. Donc on est aussi dans une démarche où finalement on arrive à convaincre des gens qui étaient peut-être réticents au départ. Donc ça c'est assez cool. En termes d'activité, nous, pour vous donner à peu près 2-3 chiffres, j'avais regardé avant le rendez-vous là aujourd'hui. Sur le mois de mars, on a fait quasiment 2 fois plus de tests que sur les mois de janvier et février. Doubler le volume de tests. Et sur le mois d'avril, on était encore à quasiment plus de 50% par rapport à une activité, un trend normal, on va dire, de tests chez nous.
Donc, ouais, mars-avril, ça a été des gros mois. Nos CSM dont je parlais tout à l'heure, qui accompagnent nos clients en SaaS, eux, ils carburent, là, ils ne chôment pas. Clairement, c'est des gros sujets, tout simplement parce qu'en fait, on a des clients qui sont encore plus dans une démarche d'automatisation maintenant pour certains d'entre eux. Avant, ils nous utilisaient beaucoup, en fait, on avait des clients qui nous utilisaient pour se rassurer. En gros, on a commencé à créer un certain nombre de protos, de parcours, et puis on a besoin de se rassurer avant d'itérer et puis d'aller plus loin, même s'il y avait parfois plein de choses qui fonctionnaient bien, et puis on détecte aussi encore beaucoup de choses dans les tests, hein, bien entendu. Mais en fait, maintenant, il y a plus besoin il y a non seulement besoin de se rassurer, mais il y a aussi surtout besoin d'avoir une démarche où le doute maintenant est quasiment omniprésent. C'est-à-dire que comme on est dans une situation qui est complètement inédite, les gens ont besoin d'avoir beaucoup plus de réassurance en continu dans leur démarche de conception, et donc ils itèrent beaucoup plus. Donc on se rend compte que nous, en tout cas, on a une activité qui est assez importante en ce moment, clairement. Oui, parce que vous avez quelque part vous apportez de la réassurance, et en ce moment, comme c'est un peu le maître mot, on ne sait pas où on en est. Ouais, exactement. Ouais. Donc là, c'est des gros sujets, ouais, clairement. Il y a une question un petit peu transverse qui est arrivée. Peut-être Tristan pourra répondre, de Théré qui demande, on revient un peu au basique du test, qui demande comment on observe les actions, la différence entre le remote et le présentiel, avec tout ce qui est, elle dit de l'ordre de l'hésitation, de la gestuelle. Donc voilà, pour tous ceux qui sont au présentiel, pourquoi c'est intéressant? Ce que disait Sébastien, comme il y a des nouveaux clients qui hésitaient et qui faisaient du présentiel, qui hésitent à passer au remote, nous, on doit dire que c'est une phase qu'on a vécue quand on a créé Cœur, qu'on favorisait vraiment le présentiel. Et puis, on a fini par comprendre que quand on voulait que ça aille vite, il y avait plein de conditions pour lesquelles le remote était vachement intéressant pour nous. Et maintenant, on l'a adopté et ça fait partie de notre catalogue de services. Mais effectivement, il y a des différences, mais je pense que la réponse est assez simple. Tristan? Merci pour ta réponse, Nicolas. Là, il a tué le game. Je ne l'ai pas donné la réponse. Non. Presque. C'est clair que on sent beaucoup plus de choses en présentiel. C'est très dur à remplacer. On a déjà fait donc des tests modérés, donc parce que les tests qu'on fait avec Testapic, c'est des tests où on envoie des tâches qui sont réalisées par l'utilisateur et il n'y a pas une intervention live avec l'utilisateur. Quand on fait des tests modérés en présentiel ou en remote, ça nous est arrivé de les faire en remote aussi, on peut déceler avec une intonation de voix ou une image qui s'affiche à la caméra. Je prends l'exemple de la caméra en remote parce que c'est plus complexe en présentiel, c'est plus simple, que quelque chose va pas ou que quelque chose va trop bien. Et là, on peut adapter un peu le protocole ou les questions ouvertes qu'on va lui poser par la suite. Donc vraiment, forcément, la caméra est presque indispensable pour comprendre tout ça. Mais alors, si la question, comment observez-vous les actions que l'on… Ouais, donc c'est ça, c'est exactement ça. C'est en remote, en tout cas, la caméra et l'intonation de la voix va servir énormément. Après, j'ai souvenir, Sébastien, que vous bossiez sur un truc en R&D. Je ne sais pas si c'est toujours… c'est peut-être… Non, pardon. Ouais, il y a des sujets sur lesquels on parle. Pardon. Au fur et à mesure, mais avec grand plaisir. Mais en gros, pour répondre à ta question, Thierry, nous, on n'observe pas l'utilisateur directement, en termes de gestuelle et de comportement directement. Ce qu'on va évaluer, c'est vraiment l'interaction de machine et donc plus précisément l'écran de l'utilisateur. Pour plusieurs raisons méthodologiques, franchement, on pourra en discuter avec grand plaisir si tu le souhaites. Mais pour rejoindre ce que disaient Tristan et Nicolas, c'est que nous, on prône la complémentarité en fait entre les différentes méthodos et l'important, c'est surtout en fait de savoir à un moment donné quels sont les avantages et les limites de chacune des méthodes. Un test reste un test, donc ça c'est inhérent, ça restera pas une réalité exacte. De toute façon, à partir du moment où tu veux mesurer quelque chose, tu le perturbes. Moi, je suis ingénieur de formation et on a toujours eu ce paradigme-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais une mesure, tu perturbes ce que tu mesures, quoi qu'il arrive. Donc l'idée, c'est de minimiser les perturbations aussi que tu vas inclure dans ton expérience, de voir comment tu peux ensuite récupérer des informations intéressantes. Et au travers du distant non modéré, on se rend compte que, comme dit Tristan, au travers de la voix, de l'intonation, des retours des utilisateurs verbaux, en fait, tu apprends déjà énormément de choses, clairement. Je peux compléter?
Monsieur Charry. Oui, moi, je me souviens, c'est rigolo parce que c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, Sébastien, c'était il y a 6 ans maintenant, et c'était exactement le sujet qu'on avait eu ensemble. On a été manger dans le 12e, un petit resto en terrasse, c'était très rigolo. Ouais, je me rappelle encore. Ouais, moi aussi. La belle époque. On pouvait manger en terrasse. C'est la belle époque, on pouvait manger au restaurant, vous vous souvenez? Non, mais ce qui était 36-15, t'as vu? Allez, enchaîne. De toute façon, dès qu'on va sortir, tu vas voir. Non, t'as raison, continue. Non, mais moi, il y a je trouve qu'une des réponses que vous apportez à ça, c'est le pourquoi. C'est-à-dire que pour information sur la plateforme, en fait, quand les gens donnent passage des IT, mais pas du tout. C'est génial. Et en fait, voilà, quand les gens donnent une réponse en fait sur la plateforme, il y a une question qui leur est posée, c'est le pourquoi. Et les gens n'ont pas le droit de passer à la question suivante, ils ne répondent pas à la question du pourquoi. Et ce que moi, justement, j'avais trouvé génial, c'est effectivement, c'est une façon en fait de contrecarrer le fait que tu le vois pas. C'est de lui demander pourquoi en fait il répond ça. Ça permet d'aller plus loin dans la réponse. Exactement. Exactement, compléter le quanti avec du quali sous cette forme-là entre autres. Ouais. Exactement. Oui, et surtout sur la forme du pourquoi, en fait. C'est vraiment pas juste dire. C'est d'aller vraiment. Pourquoi tu penses ça, vraiment. Explique-toi, en fait. C'est ça que je trouve génial. Et non, moi je disais, j'ai pas répondu à la question parce que moi j'ai encore un autre avis qui est pour Thérèse. Le test en présentiel maintenant commence presque à me déranger. Parce que évidemment, tu n'es pas du tout en condition. On constate que les tests qu'on fait avec Testapix sont quand même beaucoup plus en conditions réelles. Tu n'as pas quelqu'un qui est là en train de te regarder ou de te poser des questions. Donc, en gros, tu as une sorte de triptyque pour nous maintenant qui est l'atelier avec des gens qui partagent entre utilisateurs, qui est un format vraiment génial pour le lâchage de « ça ne me plaît pas » parce que les gens entre eux, il y a une émulsion entre les gens et du coup, tu arrives, ils lâchent tout. Et facilitateur, pas facilitateur, ils mettent tout sur la table, tout ce qui ne leur va pas. Un format interview qui est un peu plus intimiste où tu vas plus interroger le pourquoi des choses, tu vas aller un peu plus profond sur 2-3 questions simplement. Et puis, ce format test qui est génial à la fin parce que de toute façon, tu as déjà recueilli toute la donnée et ce côté, finalement, on apporte énormément d'importance à la gestuelle, à l'attitude, mais en fait, quand la personne, de toute façon, elle est chez elle et puis elle est en conditions réelles, tu te poses vachement moins ces questions. En fait, quand tu commences à… au bureau. Parce que dans le cas du B2B, dans le cas non, c'est encore une chose. On parlera B2B dans un autre live parce que nous, c'est un de nos gros sujets. Mais, et tu constates un peu que quand tu commences à recevoir des résultats de tests et à les regarder, il y a plein de questions que tu ne te poses plus parce que tu as déjà plein de choses. Et alors, on le sait parce que je m'adresse à Lucie. Récemment, on recevait des résultats de Testapix où on avait des utilisateurs qui étaient complètement, comment les décrire, enfin, à l'intonation et aux phrases qui sortaient, enfin, tu n'avais pas besoin de voir la personne. C'était vraiment lâchage total, des blagues, la personne se faisait des blagues toute seule, elle gueulait, elle était grossière au dernier degré. On se réécoutait les tests en boucle, on était mort de rire. Donc voilà, il y a parfois, tu n'as même pas besoin de ça. Alors, je vais revenir parce que le temps passe très, très vite. Je vais revenir un petit peu à Sébastien. On avait parlé de sujets super intéressants et parce qu'on parlait de biais, on se disait justement qu'avec le temps, les gens s'habituent au confinement. Est-ce que ça ne peut pas être un biais dans les tests que vous faites? En fait, quand on va parler des biais, il faut s'interroger sur déjà ce qu'est un biais. Un biais, c'est l'induction d'un comportement qui n'est pas normal. En gros, c'est j'induis un comportement qui est différent. En gros, aujourd'hui, le confinement, c'est la situation normale. C'est-à-dire que pour l'utilisateur, actuellement, il n'a pas le choix. Il est en confinement, quoi qu'il arrive. Donc, il doit composer avec. Nous, normalement, quand on fait des… C'est génial. C'est pour ça qu'on l'adore. T'as dit quoi? Je dis là, on est sur de la philosophie du test. J'adore. C'est génial. Ouais, parce que c'est un peu ça. Parce qu'en fait, nous, on se rend compte déjà. Alors, il y a plusieurs trucs. Dans l'approche, il y a le fait qu'aujourd'hui, quand on demande aux gens de faire des tests, la plupart du temps, on leur demande de se mettre dans un environnement un peu calme pour pouvoir justement nous faire des retours et être assez spontané, même parfois grossier, comme tu allais jusqu'à le dire, mais en tout cas, d'être dans des situations où ils peuvent
se livrer et être disponible pour le test. Aujourd'hui, quand tu es chez toi, parfois avec des enfants qui sont autour, la disponibilité dans ce cadre-là, elle est un peu plus compliquée. Là, il y a une promiscuité qui va se créer. Mais en fait, aujourd'hui, quand tu es en train de naviguer sur Internet, quand tu es en train de faire tes courses en ligne, etc., c'est ça qui se passe. C'est justement tes enfants qui viennent t'embêter à un moment donné et qui viennent t'interrompre dans ta nave et tu te retrouves dans cette situation-là. Donc, en fait, on est dans une situation où aujourd'hui où on rentre dans l'intimité des gens grâce à cette méthodologie distante et on est capable de récupérer un instant, une tranche de vie, quoi, mais une tranche de vie telle qu'elle se passe justement de façon normale aujourd'hui. Faire venir des gens ailleurs dans un laboratoire, ce serait perturber cette réalité d'usage. Et donc c'est aussi ça qui est intéressant. Finalement, on n'induit pas un biais directement. Au contraire, on va récupérer des infos. Puis il y a un truc qui est super important qu'il faut qu'on garde à l'esprit aussi, c'est même si nous, on augmente notre volume d'activité, on va créer de la rotation aussi dans les sollicitations des gens. Donc, on ne va pas les sursolliciter pour autant. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on lance plus de tests qu'on va sursolliciter les mêmes personnes. On va solliciter l'ensemble de toute notre communauté avec des échantillons bien disparates pour être sûr de ne pas créer des réflexes induits justement par une survolumétrie de tests envoyés sur ces gens-là, quoi. Parfait. Alors, le temps passe très vite. Je vais te poser une dernière question qui va vraiment plaire à tout le monde, je pense. Je me demandais si, avec ce confinement, est-ce qu'il y avait des nouveaux formats, des nouvelles demandes qu'on pouvait vous faire? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses que vous pensez mettre en place au-delà du pur test parcours très simple, task oriented? Ouais. Oui. Alors, on en parlait tout à l'heure un petit peu. Il y avait un petit teasing là, sur la partie R&D chez nous. Alors, il y a l'équipe R&D. C'est vrai, elle bosse pas mal hein, comme depuis toujours. Il y a plein de sujets sur lesquels on avance beaucoup. Il y a quelques semaines, on a sorti en fait un outil en mode attractif chez nous, donc les tests attractifs qui sont disponibles maintenant en natif sur l'outil. Donc ça, c'est un truc qui plaît beaucoup. Très rapidement, l'attractif, ce que c'est, parce que c'est un questionnaire standardisé qui se compose de 28 paires de mots en fait, et on va demander aux utilisateurs à la suite d'une expérience sur un site de remplir un formulaire avec donc ces 28 paires de mots qui permettent de mesurer un certain nombre de qualités de l'expérience utilisateur qui a été vécue. C'est un test qui est standardisé, ça veut dire qu'en fait, il va obtenir des métriques de façon hyper pragmatique, scientifique et surtout réplicable dans le temps. Ça, en fait, cette réplicabilité des tests, ça plaît beaucoup à nos clients parce que justement, en fait, dans un monde qui aujourd'hui a beaucoup de mouvances, de changements, ça permet d'avoir en fait un fil rouge. Ça me permet de mesurer des choses éventuellement avant le confinement. Bon, en l'occurrence, on l'a sorti pendant, mais on aurait pu le faire avant, pendant, après, et puis de faire une traçabilité en fait sur l'évolution de l'expérience utilisateur qui est vécue et d'avoir une métrique qui est très fine là-dessus et réplicable. Donc ça, c'est un des premiers sujets que les gens aiment bien. Et puis, on parlait tout à l'heure des interactions et de l'importance de pouvoir interagir avec les utilisateurs. Autant on a toujours fait du non modéré chez nous, autant on va commencer à arriver sur le modéré parce qu'on a de plus en plus de clients qui nous le demandent. En fait, on a beaucoup de clients qui passent du test en présentiel one-to-one ou focus group et qui souhaitent aujourd'hui maintenant s'orienter sur des méthodologies distantes modérées. Ça, aujourd'hui, c'est une méthode que nous, on ne proposait pas à nos clients pour des questions d'industrialisation et de process simples. Mais la demande est de plus en plus grande. Donc ça, on va y aller probablement sur la partie modérée. On commence déjà à beaucoup bosser sur le sujet. Et puis le deuxième format aussi qui nous est demandé un peu plus, c'est des interviews à distance. Alors, comme on n'a pas encore la partie modérée, en fait, avec nos outils, on pourrait tout à fait réaliser des interviews à distance en présentant les questions aux utilisateurs. On peut simplement pas les relancer de façon, je dirais, à la volée au fur et à mesure des tests comme on le ferait avec du modéré, mais on peut tout à fait prévoir un script en fait d'interview des utilisateurs. Et les gens utilisent leur smartphone, ils le retournent, ils mettent la caméra et en fait, on fait une interview face à face avec l'utilisateur, sauf qu'il va simplement suivre le script de l'interview directement à distance. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on a pas mal de plus en plus de demandes. Ouais. Ça peut être super intéressant pour. On parlait au début du live d'expérience mapping. Ce qu'on veut essayer de mêler maintenant quand il y a une expérience vécue, c'est pourquoi pas une interview avec du Kali, mais aussi ce que les gens ont vécu avec fonctionnellement parlant, ce qui a marché dans tel usage ou ce qui n'a pas marché dans tel usage, tel parcours ou telle fonctionnalité. Et ce qui fait qu'en fait, on peut mélanger deux sources et deux types de données et les intégrer à une expérience mapping. Et c'est plus forcément que du Kali, mais on vient aussi mélanger un peu les tests aussi. Et ça, c'est hyper puissant, quoi.
Oui, puis ce qui est vraiment génial avec Testapic, justement, et ça faisait, nous, c'était, on attendait ça, donc maintenant tu viens de me le dire, je suis toute excitée, je suis trop contente, parce qu'effectivement, l'outil Testapic, il est génial, c'est pour justement ceux qui font la recherche, c'est il permet de gagner un temps phénoménal sur la retranscription. Et donc, typiquement, justement, les interviews, là où quand on n'a pas justement cet outil-là, on est obligé de revoir les vidéos, de mettre sur pause et de retaper ce que les gens ont dit, le retaper à la main. On a la possibilité, justement, grâce à l'outil Testapic, d'aller taguer, de choper des morceaux. Et ça, c'est vraiment, si on peut le faire sur le mode interview, mais nous, ça nous changerait la vie. Donc, ça fait partie aussi des autres sujets qu'on veut mettre. Ouais, carrément. Mais dans les derniers trucs un peu chauds, c'est d'utiliser notre plateforme comme aussi une plateforme de centralisation des tests, donc tous les tests éventuellement en présentiel qui pourraient continuer à être réalisés et faits chez des clients, parce qu'on a beaucoup de clients qui ont une approche mixte, présentiel, physique et distant. L'idée, c'est aussi de pouvoir uploader tes vidéos de présentiel et pouvoir bénéficier de tous les outils que nous, on a à disposition pour retraiter plus facilement toutes tes datas au fur et à mesure, et donc de créer de la synergie et du knowledge management aussi dans ta gestion de tes tests. Donc, on est un peu dans cette dynamique-là. Top. Bon, merci beaucoup Sébastien. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question à Sébastien, qu'on en profiter? Allez-y, n'hésitez pas à lancer des questions. J'ai l'impression que tu as été… Alors, en confinement, avoir des enfants… Alors, on peut peut-être écouter Christophe. Christophe avait une petite… j'ai vu qu'il avait envoyé un truc dans le chat. On peut t'écouter, Christophe Clodo. Il est toujours là. Christophe? Et oui, il est là. Oui, c'est bon, j'ai activé le micro. Qu'est-ce que je disais? Non, c'était juste une intervention, en fait, c'était pas une question. Déjà, merci Sébastien et merci à vous. Non, je précisais juste que moi, je suis consultant UX et j'interviens de temps en temps pour Testapic. Donc, je rapatrie de temps en temps des tests derrière après avoir monté les protocoles. Et c'est vrai qu'on entend ce qu'il disait Sébastien, c'est ça, on entend des tranches de vie où parfois les gens arrêtent le test, font quelque chose à côté et puis reviennent sur l'application ou le site internet qu'ils sont en train de tester et se rendent compte que la session est finie. Donc, il faut recommencer le remplissage d'un tunnel d'achat, d'un formulaire ou autre. Et c'est typiquement intéressant pour les développeurs et pour la to-do list derrière, les focus où on doit pointer derrière les priorités à remonter aux clients sont tout aussi enrichissants, alors que ça ne faisait pas du tout partie du test initial, quoi. Oui, c'est des trucs que tu découvres, en fait, finalement, les choses auxquelles tu ne t'attendais pas du tout et qui tout d'un coup deviennent une évidence, quoi. Exactement. Donc, merci les guiers des enfants en confinement. Dans les petites anecdotes rigolotes aussi, on a eu des trucs du style certains sites qui demandent des documents annexes. En fait, tu t'inscris, j'en sais rien, et puis tu as besoin d'aller regarder tel document, j'en sais rien, ta feuille d'imposition, par exemple, si on bosse pour un institut public, ou ton permis de conduire, ou ce genre de choses. Et le fait que les gens soient chez eux, des fois, ils ont des documents à leur disposition qu'ils n'auraient pas, et puis ils disent pendant le test, bon, là, typiquement, si je faisais ça au bureau, je serais bien emmerdé parce que je pourrais rien faire. Bon, là, je vais le faire, donc je reviens. Tu te rends compte que déjà, ils mettent 10 minutes chez eux à retrouver les documents avant de pouvoir continuer à remplir leur formulaire. Donc là, tu te rends compte du temps de session qui éclate. Bref, voilà, c'est des choses qui relèvent de la vraie vie, quoi. Oui, et qui risquent très certainement, après ça, effectivement, personne ne sait ce qui va se passer à l'avenir, mais c'est certainement des choses qui vont arriver de plus en plus, parce que je pense que le télétravail, c'est un peu l'échange qu'on avait la dernière fois. Le télétravail, il y a certaines entreprises, comme par exemple justement l'entreprise avec qui on travaille en ce moment, qui pour eux c'était juste une interdiction totale, c'était no way, il n'y a pas de télétravail, et ils se sont rendus compte finalement des avantages du télétravail, et très certainement justement qui vont le poursuivre. Et donc en fait on va se retrouver avec des entreprises qui vont être de plus en plus mixées justement dans leur façon de faire, et du coup le comportement des gens va complètement changer après aussi ce Covid, et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et certainement que la façon de vivre des gens, où aujourd'hui c'est tu te lèves à 8 heures, tu vas au boulot, tu prends le métro ou tu prends ta voiture, tu vas au boulot, tu fais tes heures de travail, ensuite tu rentres chez toi, et si tu dois justement typiquement faire des trucs où tu as des documents qui sont chez toi, tu ne peux le faire que entre telle heure et telle heure. Mais le fait de tout d'un coup pouvoir le faire à n'importe quel moment de la journée, mais ça change tout.
ça change tout sur comment, toute la partie justement communication, à quel moment j'envoie quel message aux gens, tout ça va complètement changer. Et si effectivement on ne suit pas ça et qu'on fait après le confinement ce qu'on a toujours fait avant, les entreprises, enfin en termes d'UX, en tout cas, nous, notre rôle, ça va être aussi justement d'énormément accompagner les clients là-dessus et de faire comprendre à nos clients que oui, là, tout change et il faut prendre en compte justement ces changements. Et c'est ça qui est passionnant. Bon, moi, je crois qu'on n'a pas beaucoup. Ah si, bien sûr, on a une question de Vincent, mais on s'appellera pour en parler. Ouais. Le live n'est pas trop fait pour ça, mais voilà, on en discutera. C'était la seule question sérieuse de Vincent. Il est tellement fort, Vincent. Bon, je vous remercie tous. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, l'intervention de Gaël et Clara, je la connais un peu plus puisque je suis dans le sujet. Les nouvelles choses amenées par Sébastien sont passionnantes. Merci à tous. Merci Christophe. Thérèse, tu avais encore 2-3 petites questions, mais je pense que dans les échanges, globalement, on a pu répondre. Je vous demanderai, si vous êtes d'accord, tous ceux qui veulent bien, de rallumer vos caméras. Je vais faire une petite capture juste pour la mettre dans le groupe, histoire qu'on ait un petit souvenir de ce live. Mais est-ce qu'on peut savoir qui est TA UX UI? Parce qu'on a 2 TA UX UI Paris et c'est très… Bonjour, je m'appelle Héloïse. Je suis Teacher Assistant chez Aeronac en UX UI. Et du coup, voilà. Très bien. Enchantée. Enchantée. Du coup, on est 2. Il y a Ella aussi qui est là. D'accord. Oui. Et qui est aussi Teacher Assistant. Bonjour. Merci beaucoup pour votre partage. C'est hyper intéressant et enrichissant pour nous. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent nous dire comment vous avez trouvé ça et ce qui vous plaît, ce qui vous a moins plu, parce qu'on va se mettre dès demain sur la préparation du prochain. Yaya. Allez, je vous interroge. Qu'est-ce que je ne connais pas même Vincent, ça te plaît ce format? Non, vraiment très intéressant. Je eu quand même 2 secondes, je te vois rire là à côté de Nicolas. Non, c'était vraiment très intéressant. La seule question vraiment intelligente que j'ai posée, tu m'as un peu envoyé dans les roses, mais Il est trop on essaye de faire de ce moment un moment où on ne parle jamais d'argent. Ah, c'est sale l'argent. Dis pas ça, c'est pas le moment. C'est très propre. Hein. Nous, on adore ça. C'est la carte sans contact. Il faut pas oui. En ce moment, c'est sale. Mais… Ouais, tout à fait. Non, mais on a cette volonté vraiment d'être là-dedans. Mais t'inquiète pas, Sébastien et Tristan répondront avec plaisir à tes questions. En plus, c'est une question complexe parce qu'il y a plusieurs formats. Tu vois, soit ce qu'apporte l'agence, le fonctionnement d'avec une agence avec Testapi qui est différent de ce que tu fais avec Testapi en direct. Ça dépend du contexte, ça dépend du projet, etc., etc. Karim, merci. Bon format assez concret. Merci, Karim. Je fais une petite capture. Alors, ce qui est vraiment… merci Alison. Merci Alison. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de suivre le groupe. Je sais que les gens participent peu sur le groupe, ou alors ils participent mais de façon privée, m'envoient des messages de façon privée. Je pense que c'est bien que tout le monde partage. Il n'y a pas de… J'ai envie de dire, il n'y a pas de bonne ou mauvaise question, pas de bonne ou mauvaise participation. C'est d'abord des rencontres. Non, mais je vais avant tout. Je vais moi je vais poster quelques liens parce qu'il est temps de partager un peu ces semaines de recherche active. J'ai fini par… Il y a beaucoup de liens qui sont vraiment des trucs où on n'apprend pas grand-chose. Les gens ont envie de parler, ils en profitent pour faire un article qui intéresse pas grand monde. Et puis, il y a quand même quelques trucs qui sortent, qui sont un peu plus pointus ou parfois même simples, mais qui vraiment adressent des sujets qui sont exactement dans le cadre de ce qu'on souhaite réfléchir, à savoir tout ce qui est autour de la psychologie qu'on doit mettre en place en ce moment et de comment on doit adapter nos métiers, pas au niveau des outils, mais vraiment au niveau de l'humain. Donc voilà, je dois filer. Salut Théa. Salut Théa. Salut. Oui, je crois que c'est là.
Bon, en tout cas, je pense que vous êtes déjà tous inscrits sur le groupe. Je vous invite vraiment à participer. On est déjà 120, donc ça serait vraiment dommage qu'on n'en profite pas pour créer quelque chose. Et je vous annonce, peut-être Tristan, tu peux faire une annonce sur ce qui va se passer en termes, parce qu'on a aussi un meet-up. Tu vas te marier? Un petit teasing. Je suis enceinte. Non, on reprend du service sur les meet-up sketch s'il y a des designers et des utilisateurs de sketch dans la salle. D'ici, voilà, parfait, Cécile. On va reprendre les meet-up d'ici 2 semaines, je pense. Donc, on va annoncer la date sur le groupe. Sinon, c'est move to sketch sur meetup.com. On va peut-être changer de nom, du coup, on ne sait pas encore. On va peut-être changer de nom. Karim, tu peux t'inscrire sur le groupe Remote. Je balancerai le lien, comme ça, tu auras tout ce qu'il faut. Merci, Hugues. Et voilà. D'ailleurs, s'il y a on va forcément après continuer et faire des appels pour des intervenants. Donc, s'il y a des créateurs de plugins, de workflow particuliers, etc., on est très preneurs. Mais voilà. Donc, il y a de la news sous peu. Ça va être cool. Et des licences à gagner. Ah, voilà, c'est ça qu'il fallait dire. C'est un peu comme quand tu avais l'apéro et les pizzas. Les gens venaient surtout pour l'apéro et les pizzas. Et la licence. Ouais. Et la licence. Ça nous coûtera moins cher en bière, mais ça sera sympa quand même. Ouais, bon, par contre, je pense qu'il faut prendre en compte la fatigabilité des personnes. Et puis il y a les enfants. Ouais. Sébastien, j'ai gagné? Ouais, c'était un peu passé en force, mais c'est passé. Non, c'est pas son genre. Non. Bon, merci vraiment, merci Clara, merci Sébastien, merci Tristan. Merci à vous. Merci, à bientôt. Merci à tous. Salut, merci. N'hésitez pas à envoyer des idées de sujets pour dans 2 semaines. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci.